Notre prochain intervenant est monsieur Michael Pichard, qui est maître de conférences, en psychologie cognitive, co-directeur pédagogique des programmes management et coaching, fondateur du cabinet CRISIP et de neocognition.ai. Je vous laisse Merci. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui, Parfaitement, Michael. Ok, parfait, très bien. Je vous demande un instant le temps de bien me caler. Est-ce que vous voyez toujours bien mon partage? Oui, Parfait, ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci à Sébastien Duzabo et à David Abonneau pour leur ouverture de ce colloque. Colloque intelligence artificielle collaborative et impact managériaux au sein des organisations, qui à nouveau est porté par l'executive master ou plus largement les programmes management et coaching de Dauphine et de CRISIP. Je vais vous parler bien évidemment, en phase avec le thème du colloque, de collaboration entre les intelligences humaines et artificielles. Mais plus particulièrement, je vais me focaliser sur la difficulté centrale qui a été évoquée d'ailleurs par Sébastien Duzabo, la difficulté centrale à laquelle les IA génératives sont actuellement confrontées, à savoir la question de l'alignement que je vais définir dans un instant. Et je vais articuler cette problématique de l'alignement avec la question de la psychologie qui prend comme objet d'étude l'intelligence artificielle. L'objectif de mon intervention auprès de vous, c'est de définir à partir du référentiel de la psychologie constructiviste une condition et des modalités cognitives qui rendent possible une authentique coactivité, au sens de Yves Clos du CNAM, entre les intelligences humaines et artificielles. Étant entendu qu'ici, en termes d'IA, je vais me focaliser sur la question des modèles de langage. Donc, étudier la coactivité entre intelligence humaine et artificielle, notamment dans le cadre du travail au sein des organisations. Un modèle de langage, c'est quelque chose qui peut être qualifié de couche infracognitive, et je vais vous expliquer pourquoi. Un modèle de langage, c'est le fruit du développement à partir de datasets d'entraînement, de méthodes d'apprentissage qui visent par exemple la construction de vecteurs langagiers, qu'on appelle les embeddings, dans le champ du NLP, c'est-à-dire des IA langagières. Ces méthodes d'apprentissage, elles ont bien évidemment une dimension mathématique, c'est-à-dire qu'elles visent à définir et à optimiser des algorithmes mathématiques, par exemple la rétropropagation du gradient vis-à-vis de la question de la correction des écarts à la réponse attendue, typiquement dans le cadre des réseaux de neurones artificiels. Ces méthodes d'apprentissage, elles se caractérisent également par des modes de supervision de ces apprentissages. Alors, typiquement, on distingue les apprentissages dits supervisés, c'est-à-dire que là, on donne des données étiquetées à l'IA. Par exemple, on lui dit qu'une photo de canard est une photo de canard. Et ça, sur ces données étiquetées, dans l'apprentissage supervisé, on va entraîner l'IA à classifier des données, à classer des données, si on est dans le cadre de données discrètes, c'est-à-dire de données nominales.
où on va apprendre à l'IA, où on va faire passer via l'IA des régressions, des modèles de régression sur ces données, si on a des données continues, des données numériques. Deuxième type d'apprentissage, l'apprentissage non supervisé, qui lui se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de données étiquetées. Et donc là, on est dans quelque chose de plus élaboré vis-à-vis de l'apprentissage non supervisé, parce qu'on va entraîner l'IA à découvrir des structures, des patterns de données non visibles, non manifestes, donc quelque chose de cognitivement plus élaboré. On va faire ça typiquement avec des méthodes de clustering, c'est-à-dire des méthodes qui vont consister à regrouper les unités statistiques, à regrouper les observations, typiquement des choses de type K-means ou classification hiérarchique ascendante ou descendante. On a aussi bien évidemment la question, l'approche type réseau de neurones artificiels. Troisième type de supervision durant ces apprentissages, l'apprentissage semi-supervisé qui, lui, va comporter des données avec et sans étiquettes. Et enfin, la supervision par renforcement, où là, on ne va pas donner les étiquettes des données, mais on va faire des feedbacks positifs ou négatifs sur la machine d'apprentissage en fonction de la validité de ses outputs. Ces méthodes d'apprentissage, elles sont souvent anthropomorphiques. Par exemple, en étant neuromimétiques. C'est que là, ça veut dire que là, on va apprendre au modèle à imiter le fonctionnement de neurones biologiques ou de réseaux de neurones, éventuellement dans certaines aires cérébrales spécifiques. Ces méthodes d'apprentissage anthropomorphiques, elles peuvent être également cognitivo-mimétiques. C'est-à-dire que là, on va apprendre au modèle à imiter certaines modélisations cognitives humaines qui ont été préalablement réalisées. Dernier type majeur d'apprentissage anthropomorphique, un apprentissage comportementalo-mimétique. Là, typiquement, on va prendre des individus humains, les faire interagir ou les faire réaliser une tâche, leur faire réaliser une tâche donnée. Et puis, on va apprendre au modèle à extraire puis à imiter des patterns comportementaux à partir de ces observations humaines. Donc, ces méthodes d'apprentissage, elles peuvent être anthropomorphiques ou non anthropomorphiques. Et là, on s'approche plus de ce qu'on appelle parfois la super-intelligence artificielle, qui renvoie à l'émergence, la notion d'émergence en sciences cognitives au sens de Varela, c'est-à-dire l'émergence de propriétés cognitives non humaines. On pourrait citer par exemple des approches de type quantico-mimétique où on va favoriser dans les algorithmes des comportements qui reprennent certaines propriétés issues de la mécanique quantique, typiquement la superposition, l'intrication. Le développement des ordinateurs quantiques va d'ailleurs particulièrement favoriser ce genre d'approche au sein de l'IA. Je viens de vous mentionner là très rapidement la modalité de fabrication d'une IA d'une façon générale, notamment des modèles de langage. Le problème, et pour ne parler à nouveau que des modèles de langage, c'est qu'un modèle de langage, typiquement GPT, vous en avez tous fait l'expérience, c'est bluffant, mais c'est bluffant 5 minutes.
parce qu'on en voit très vite les limites. D'ailleurs, Sébastien Duzabo, dans son introduction, a pointé par rapport au texte qu'il nous a produit un certain nombre de limites par rapport à ce que lui attendait. Et ça renvoie au besoin qui devient de plus en plus manifeste, besoin de superposer à cette couche infracognitive que je viens de mentionner, c'est-à-dire le modèle de langage en lui-même, le modèle de langage brut, typiquement GPT à nouveau, lui superposer une couche qu'on peut qualifier de supracognitive, une couche d'interface collaborative entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Et ça, cette nécessité, elle vient du fait qu'un modèle de langage n'a pas de modèle de réalité, quel que soit le sens qu'on peut donner à cette notion de réalité. Il n'a pas de modèle de réalité, hormis le dataset d'entraînement qui est le sien et les prompts, c'est-à-dire les instructions qu'on lui donne. Et ça, c'est un réel problème actuellement dans le champ de l'IA, notamment dans le champ des IA génératives, car ça produit ce qu'on appelle des problématiques d'alignement, notamment des problématiques d'alignement cognitif. L'alignement, pour dire les choses de façon très directe, l'alignement, c'est le fait que l'IA réalise vraiment ce qu'on attend d'elle. C'est le fait que l'IA, lorsqu'on lui donne une consigne, c'est-à-dire un prompt, eh bien, applique réellement ce prompt, en tout cas ce prompt tel que nous, on l'entendait. Et donc, ces problématiques d'alignement cognitif, elles vont des hallucinations, phénomène bien connu, que vous avez certainement pu déjà observer avec GPT, par exemple. Tout d'un coup, le modèle de langage qui vous tient un discours qui semble complètement déconnecté de la réalité. Ça va des problématiques d'hallucination jusqu'à des problématiques de compétences de ces IA langagières, parce qu'à nouveau, en tout cas dans le cadre de ce présent colloque, la question est de collaborer dans le champ professionnel avec ces modèles génératifs de langage, ce qui veut donc dire que ces modèles doivent être dotés de compétences, notamment de compétences techniques liées à l'activité professionnelle spécifique qui est la nôtre dans un domaine donné. Cette absence de modèle de réalité, elle se traduit notamment par les trois problématiques suivantes. Premièrement, un modèle de langage a clairement des limites cognitives, voire même des dysfonctionnements cognitifs. Et ça a été mentionné par Sébastien Duzabo tout à l'heure, ça renvoie à la notion de biais cognitif, notamment chez Kahneman, un biais cognitif étant une erreur de traitement de l'information que va réaliser donc l'IA langagière vis-à-vis de ce qui nous intéresse aujourd'hui et qui va produire une construction dans cette IA altérée du réel. Deuxième problématique associée, un modèle de langage, ça a des fonctions cognitives qui sont extrêmement performantes, qui sont complètement bluffantes, sur la mémoire par exemple, sur la vitesse de calcul, mais ces fonctions cognitives, elles sont à réguler. Et ça implique notamment d'aider l'IA ou de rendre capable le modèle langagier de construire ce qu'on appelle les implicites conversationnels. Alors, les implicites conversationnels, ça renvoie à ce champ qui est la pragmatique de la communication, qui étudie les modalités cognitivo-sociales pratiques de l'interaction, les modalités cognitives et sociales qui vont générer l'usage du langage dans une situation d'interaction. Ça renvoie notamment à ce que Rodolphe Guiglione appelle le contrat de communication. Le contrat de communication, c'est un contrat implicite
qui définit les rôles sociaux, les droits et devoirs des uns et des autres dans une interaction, dans une situation d'interaction sociale. Ces implicites conversationnels, ils renvoient aussi à ce que Grice, dans le champ de la linguistique et de la philosophie du langage, appelle les maximes conversationnelles. Que faut-il dire? Qu'est-ce qu'il est pertinent à un moment donné de dire ou pas, étant donné le contexte dans lequel on se trouve? Dernier aspect que je vais mentionner concernant la notion de contrat de communication, la notion de pragmatique de la communication, la définition de la situation. Ça renvoie à ce qu'on appelle les macro, méso et les micro-contextes interprétatifs. Alors, le macro-contexte, c'est le contexte global. Par exemple, nous, là, on est dans un cadre français, dans un cadre européen, avec un certain nombre de normes et de valeurs culturelles. Le méso-contexte, c'est le contexte intermédiaire. Là, par exemple, on est dans le cadre d'un colloque, et de surcroît d'un colloque universitaire, qui est lié à des thèmes bien spécifiques qui sont le management et le coaching. Et puis le micro-contexte, enfin, le micro-contexte, c'est ce qui se passe ici et maintenant, à cet instant, dans l'interaction. Quelqu'un qui va poser une question, qui va la poser d'une certaine façon, qui va faire référence à ce qu'a dit l'intervenant juste avant. Bref, ces contextes, ils sont centraux dans le champ de la conversation parce qu'ils permettent à chaque instant aux interactants de comprendre, de donner du sens, d'interpréter ce qui est en train de se dire. Et à nouveau, ces implicites conversationnels qui sont plus ou moins des choses aisées pour nous sont extrêmement compliquées pour les IA langagières qui sont fortement vulnérables dans ce registre-là et qui, à nouveau, ont besoin d'être aidés, éduqués au décodage, à l'inférence, à l'identification de ces implicites conversationnels. Troisième problématique liée à cette absence de modèle de réel dans les modèles de langage. Un modèle de langage a besoin d'être paramétré par-delà ses fonctions cognitives de base. Il a besoin d'être paramétré en fonction des compétences qui sont spécifiquement attendues de lui. Parce qu'à nouveau, là, on se positionne dans un cadre de collaboration professionnelle. Ça veut donc dire que on doit fournir à l'IA un modèle de compétences, un schème au sens de la psychologie de l'éducation et de la didactique professionnelle de Vergniaud, un schème avec ses différentes composantes, sa composante intentionnelle, c'est-à-dire qui regroupe toutes les activités qui sont liées au but, par exemple, comprendre le but, planifier, sa composante procédurale, les règles d'action bien évidemment, mais aussi les règles de prise d'information, les règles de contrôle aussi. Sa dimension conceptuelle, la conceptualisation étant la construction, puis la focalisation et la combinaison des informations qui sont efficaces, qui sont centrales dans le cadre d'une activité. Et enfin, dernière composante de ce qu'est une compétence, parce qu'une compétence, ce n'est pas quelque chose de figé, la composante adaptative, c'est-à-dire la capacité à s'auto-réguler en fonction de l'expérience, des erreurs, etc. Donc, troisième type des difficultés des modèles de langage bruts, c'est-à-dire cette première couche dite infracognitive, une difficulté ou un besoin d'être éduqué vis-à-vis de compétences transverses, de compétences générales et aussi de compétences professionnelles spécifiques à un domaine donné. Donc, tout ça nous renvoie à l'idée qu'une condition pour construire une efficace coactivité effective entre intelligence humaine et intelligence artificielle,
c'est de générer une authentique cognition distribuée entre ces formes d'intelligence, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. D'où la nécessité de cette couche dite supra-cognitive, qui est une couche d'interface collaborative entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Cette couche supracognitive, elle va réaliser ce qu'on peut appeler le design cognitif du modèle de langage, c'est-à-dire lui superposer, lui greffer une architecture de prompts, c'est-à-dire de consignes, d'indications qui vont éduquer, qui vont paramétrer au niveau cognitif ce modèle de langage afin de le façonner de façon efficace dans sa construction interprétative du réel durant ses interactions avec l'opérateur humain. Alors, quelques exemples d'application des concepts et des méthodes issues de la psychologie, donc de la psychologie qui prend comme objet d'étude l'IA elle-même, concepts et méthodes qu'on utilise actuellement pour fabriquer le design cognitif et ce qu'on appelle le prompt engineering de bots assistants coach et assistants managers qu'on va mettre à disposition nos étudiants comme outil de prescription interséance en coaching dans le cadre de nos programmes management et coaching. Quelques exemples de ces bots. Des bots capables d'appliquer auprès du coaché la méthode centrée sur les solutions et les compétences dans une approche systémique et de psychologie positive. Des bots capables de dérouler la méthode ABCDE d'Ellis d'identification et de travail des croyances contre-productives dans le champ des TCC. Bot capable, à nouveau auprès du coaché, de lui faire identifier ses valeurs et de l'accompagner dans la mise en place de ce qu'on appelle les actions engagées au service de ces valeurs, dans une logique de TCC troisième vague, typiquement l'acte, l'approche d'acceptation et d'engagement. Des bots de méthode, des bots qui aident les coachés à remplacer leur jugement de valeur négatif, leurs upolepsis, par des faits dans une approche de psychologie stoïcienne. À nouveau dans le champ de la psychologie stoïcienne, des bots qui aident face aux difficultés le coaché à s'apaiser et à être orienté action. Dernier exemple, des bots dans une approche systémique capable de générer auprès des coachés des recadrages et des prescriptions à 180 degrés. Alors, donc, à nouveau, quelques exemples pour être un peu plus opérationnels de l'application de ces concepts et de ces méthodes de la psychologie de l'intelligence artificielle. Premier exemple, donc, résumer à chaque instant les informations importantes du process qu'on est en train de dérouler, quel que soit ce process. Alors, typiquement, c'est qui est qui a dit ou fait quoi, quel est le but de ce qu'on est en train de faire là, où on en est dans le process, quelles sont les informations importantes qui sont liées au process, afin de mettre en place une mémoire de travail, au sens de la psychologie cognitive de Baddeley et de Hitch, une mémoire de travail glissante en l'occurrence, c'est-à-dire une mémoire de travail qui est actualisée à chaque instant. Et ça, c'est important parce que générer une telle mémoire de travail glissante dans un bot, c'est le doter de la capacité à définir le micro-contexte conversationnel. Qu'est-ce qui a été dit à l'instant, qu'est-ce qui a été dit récemment, qu'est-ce que ça veut dire et du coup, comment je peux interpréter l'information suivante qui va venir. À nouveau, pour nous, c'est évident, c'est extrêmement compliqué pour une IA conversationnelle. Ça rend possible aussi la conceptualisation, j'en ai parlé très rapidement juste avant, la conceptualisation au sens de Vergniaud,
par le modèle de langage, c'est-à-dire sa capacité à identifier, à extraire, à repérer les informations qui sont centrales dans l'activité qui est en train d'être réalisée, informations qui sont à prendre en compte ou sur lesquelles il faut agir. Là, on parle de focalisation attentionnelle pour que le déroulé du process soit efficace. Troisième valeur ajoutée d'un tel procédé, eh bien, une mémoire de travail glissante, telle que je l'ai définie rapidement, elle rend possible une capacité dans le modèle de langage à instancier la maxime de relation au sens de Grice, c'est-à-dire comprendre pour le bot qu'est-ce qui est pertinent, le rendre capable de parler à propos, et de comprendre chez son interlocuteur également ce qui est pertinent ou pas. À nouveau, ces choses-là, elles sont plus ou moins évidentes pour nous, elles sont extrêmement complexes pour les IA, et les IA n'y arrivent pas actuellement. Deuxième exemple, modularisé au sens des sciences cognitives de Fodor, c'est-à-dire décomposer les traitements du process, quel qu'il soit nouveau, décomposer les traitements du process en modules cognitifs indépendants, parallèles, spécialisés, rapides et à sortie simple, lorsqu'ils n'ont pas besoin ou trop besoin du contexte, afin de réduire la vulnérabilité du modèle de langage à une série de biais, notamment le biais de primauté au sens de H, le biais de primauté étant le fait de rester focalisé sur les premières informations reçues et négliger les informations ultérieures. Le biais de récence, au sens de Postman et Philippe, c'est le fait de prendre, c'est le fait pour l'IA, pour le modèle de langage, de prendre en compte uniquement les dernières informations reçues en négligeant l'historique. Le biais de récence étant, on va dire, symétrique du biais de primauté. Enfin, le biais de disponibilité, au sens de Tversky et Kahneman, c'est le fait, pour l'IA générative, de raisonner sur la base de la première information, éventuellement simpliste, stéréotypée, la plus facilement accessible ou disponible pour le modèle. Troisième exemple, diminuer la température. Alors, ce qu'on appelle la température, concernant dans le champ des IA, la température, c'est le niveau de déterminisme probabiliste de la réponse. Un modèle typiquement GPT, quand vous lui posez une question, va prédire quelle est la réponse la plus probable. Sauf qu'il ne va pas forcément donner cette réponse la plus statistiquement probable en fonction du paramètre, de l'hyperparamètre, en l'occurrence de température, que vous lui avez assigné. Parce que, par exemple, vous attendez soit une réponse extrêmement précise, c'est oui et non, et il n'y a pas à chipoter, il ne peut pas y avoir il peut pas y avoir d'autres réponses, soit oui, soit non, soit au contraire, on attend plus de créativité étant donné la nature du process qui est en train d'être réalisé. Mais dans tous les cas, il est important d'être extrêmement vigilant et diminuer dans la mesure du possible la température afin de réduire à nouveau la vulnérabilité forte des modèles de langage au biais de cadrage notamment, au sens de Tversky et Kahneman, le biais de cadrage étant le fait pour le modèle de langage de formuler une conclusion concernant un objet qui n'est en fait pas du tout fonction des caractéristiques propres de cet objet, mais conclusion qui a été complètement générée, préformatée par la façon intentionnelle ou pas, par la façon singulière via laquelle on lui a préalablement présenté cet objet. Le biais d'amorçage, au sens de Posner, qui est le fait de traiter un objet uniquement à travers le filtre ou l'angle de vue qu'on a préalablement activé à son endroit dans le prompt, dans la consigne, dans la demande qu'on a adressée au modèle de langage. À nouveau, le biais de disponibilité que j'ai rapidement défini juste avant.
Troisième type d'exemple concret en matière de prompt engineering, définir au modèle de langage le cadre général de l'interaction. C'est quoi cette interaction qu'on est en train d'avoir à cet instant, et personnaliser le bot. Par exemple, en fonction de la tâche impliquée, définir ses caractéristiques comportementales, émotionnelles, professionnelles, ses expertises, sa personnalité. Ça, c'est une fonction importante parce que, à nouveau, ça va aider le modèle de langage à conduire des activités qui sont extrêmement compliquées pour lui, notamment réaliser ce que Grice, à nouveau, appelle la maxime de relation, c'est-à-dire parler à propos, être pertinent à un moment donné. Ça rend possible aussi l'acquisition par le modèle d'une capacité de principe de contractualisation, au sens de Guy Guillon. À nouveau, le contrat de communication, ça renvoie au fait d'identifier, d'instancier les règles discursives et sociales qui s'appliquent ici et maintenant, étant donné le contexte, le cadre de notre interaction. Quels sont les droits des uns et des autres? Quels sont les devoirs des uns et des autres? Quelles sont les attributions des uns et des autres en fonction d'une variété de paramètres sociaux? Autre exemple, faire expliciter, au sens de l'entretien d'explicitation de Vermeersch, dans une logique piagétienne, faire expliciter par le modèle son raisonnement. Et ça, c'est extrêmement important parce que déjà, premièrement, ça permet de vérifier qu'effectivement, le modèle suit réellement un raisonnement. Ça peut sembler surprenant, mais en fait, pas du tout. Sachant que si on fait ça, c'est important de demander au modèle de ne répondre qu'après avoir explicité son raisonnement ou son pseudo-raisonnement. Sinon, on va voir apparaître ce qu'on appelle, au sens de Fischoff, un biais de rétrospection, c'est-à-dire une reconstruction par le modèle de langage, une reconstruction après coup d'une pseudo-raison de la réponse, étant donné la réponse qu'il a préalablement indiquée. Autre rapport extrêmement important de l'explicitation, ça permet d'identifier et donc de réduire un problème qui est central actuellement dans le cadre de nos interactions avec les IA langagières, à savoir la mécommunication au sens de Waleslawik, c'est-à-dire le non-partage des mêmes référentiels interprétatifs. Mécommunication qui renvoie à la notion d'égocentrisme chez Piaget ou la notion de clôture informationnelle dans les sciences cognitives de Francisco Varela. Avant-dernier exemple, optimiser, l'optimisation qui se traduit notamment par la demande au modèle de langage d'opérer plusieurs raisonnements, plusieurs traitements concurrents du process qu'il est en train de réaliser à chaque instant, pour lui faire choisir le meilleur de ces raisonnements vis-à-vis d'une série de critères de démarcation qu'il faudra bien évidemment lui indiquer. Ça, c'est extrêmement important parce que ça développe entre guillemets, métacognition au sens de Flavel, qui va à nouveau nous être extrêmement précieuse pour comprendre comment lui, le modèle, raisonne, mais à nouveau, pour s'assurer que sa réponse suit bien un raisonnement donné, quel qu'il soit en l'occurrence. Dernier exemple, plugger sur le modèle de langage une capacité à fabriquer instantanément un schème, à nouveau au sens de Vergniaud, c'est-à-dire une compétence opérationnelle permettant de gérer une tâche ou un problème, en théorie, quelle que soit cette tâche ou ce problème, qui va tout d'un coup arriver, par exemple, être adressé par l'utilisateur. Que faire face à cette situation ?
Ça implique d'éduquer le modèle ou d'apprendre au modèle à développer ce qu'on appelle de la compréhension. Alors, de la compréhension au sens de Vergniaud, c'est-à-dire une capacité à générer de façon autonome des représentations concrètes de l'état final souhaité du process qui est actuellement impliqué et des états intermédiaires. À nouveau, plus ou moins simple pour nous, extrêmement compliqué pour un modèle de langage qui, à nouveau, n'a pas de modèle du réel. La planification, deuxièmement, c'est-à-dire développer dans le modèle de langage sa capacité à décomposer automatiquement un but, quel qu'il soit, en une série de sous-buts devant être atteints successivement. Troisième capacité à développer, la conceptualisation, c'est-à-dire rendre capable le modèle de langage d'extraire de façon automatique les seules variables, les seuls paramètres qui sont vraiment centraux, déterminants vis-à-vis de la réussite de l'action ou du process qu'on est en train de réaliser ici et maintenant. Les procédures d'action, bien évidemment, qui, pour chaque sous-but, nous indiquent quelles règles d'action il faut réaliser. Et enfin, les procédures de contrôle, parce que pléthore de modèles de recherche sur les compétences nous montrent qu'être compétent, ce n'est pas que ne pas faire d'erreurs, c'est aussi faire des erreurs, mais être doté de règles de vérification de la qualité d'atteinte de chaque sous-but, règles qui nous permettent de repêcher nos erreurs. Pour conclure, et je vais conclure maintenant pour qu'on ait suffisamment de temps pour échanger, ces limites et ces problématiques actuellement extrêmement fortes dans les modèles de langage, qui sont donc des problématiques d'alignement des IA langagières, elles nécessitent de fabriquer, de générer une authentique coactivité cognitive entre les intelligences humaines et artificielles. Et ça veut dire que ces IA langagières, on ne peut pas de façon efficace les utiliser en l'état. Il faut les doter d'un modèle de réalité qui soit fonctionnel et adapté. Et ça veut dire les façonner psychologiquement, ça la couche supracognitive, les façonner psychologiquement dans des dimensions cognitives, langagières, compétences, c'est-à-dire les designer au niveau cognitif, les doter d'une architecture supracognitive de régulation. Je vous remercie et on va passer aux questions. Alors, la première question est toujours compliquée. Qui osera se lancer? Je veux bien me lancer. Fernando, tu étais là avant, vas-y. Allez-y, Fernando, et après combat. Juste pour revenir sur, je crois que l'avant-dernière slide. Merci d'ailleurs pour cette présentation. Merci à tous ceux qui ont pris la parole et ceux qui vont la prendre. Dans les différents défis de conceptualisation, planification, etc., c'est quelque part, nous, dans notre fonction de coach, on oriente, on manipule, dans le bon sens de ce mot, on va manipuler le coacher pour qu'il produise ce genre de choses. Là, quelque part, on est en train de demander à l'IA d'être capable de le faire comme nous, on pourrait l'avoir en tête et suggérer des hypothèses pour faire que la personne chemine et qu'il se pose les objectifs et sous-but. Je suis un peu perdu là-dessus sur le fait que est-ce que ce schéma qui va produire l'IA doit être abouti, finalisé et fermé, ou il est adaptatif, ou il est. Je suis un peu perdu là-dessus. Ok. Alors, bon, il y a plein de choses dans ce que vous avez dit, Fernando, et merci pour votre question ou vos questions.
là, ce dont j'ai parlé, alors on l'applique notamment nous en ce moment pour les bots assistants coach, assistants formateurs, assistants managers qu'on est en train de fabriquer. Mais ces problématiques, en fait, elles sont valables pour n'importe quelle fabrication d'IA collaborative, parce que quelle que soit la fonction, par exemple de coaching d'un chatbot, pour prendre cet exemple-là, ce chatbot, pour fonctionner, doit être doté de compétences, doit être régulé vis-à-vis de ces biais cognitifs extrêmement, on va dire, denses, et doit être éduqué à nouveau vis-à-vis de sa capacité à décoder les implicites du langage, hein, des codages qui sont extrêmement compliqués pour les IA langagières. Pour répondre à votre question, il s'agit de rendre autonomes les bots vis-à-vis de ces caractéristiques-là, Fernando, c'est-à-dire quand on fabrique un bot donné avec une fonction donnée, un bot chimiste et un bot coach, c'est pas la même chose, mais dans son domaine, on va dire, professionnel ou d'assistant personnel aussi, on pourrait imaginer ça également, il s'agit de rendre autonome le bot. C'est-à-dire que on n'est plus dans de l'informatique classique, hein, où on prévoyait tous les cas de figure et où en fait la machine ne faisait qu'appliquer des scénarios préalablement envisagés. Là, on parle bien effectivement, Fernando, de capacité pour prendre par exemple la planification, hein, c'est-à-dire la décomposition du but en sous-but, ou la conceptualisation, c'est-à-dire la capacité du bot à se dire, bah, tiens, là, on parle d'un problème professionnel donné, un conflit ou une difficulté dans le cadre d'une activité de commercialisation, la capacité du bot à identifier dans ce domaine-là qui lui est adressé tout d'un coup ces éléments de conceptualisation au sens de Vergniaud, c'est-à-dire une capacité à extraire instantanément les données, les variables, les informations dont la prise en compte est déterminante pour la réussite de l'action. Voilà, Fernando. Alors, il y avait une question, je vais peut-être aller dans l'ordre des mains levées. Arnaud. Oui, bonjour. Je vais peut-être rentrer un petit peu dans une logique de science-fiction, mais finalement, est-ce qu'il ne manque pas ces robots, un petit côté humanoïde? Et est-ce que dans l'avenir, prochainement, on ne va pas, par exemple, les doter de capteurs de réalité comme des capteurs de vision, des capteurs d'odeur, des capteurs de bruit, qui font que finalement, que peut-être ils vont pouvoir entrer un petit peu plus dans notre réalité contextuelle et avoir finalement un discours plus adapté? Alors, merci Arnaud. Là aussi, il y aura énormément de choses à dire là-dessus. Alors, capteur de réalité, vous dites capteur de réalité, audition, vision, oui, ce ne sont que des capteurs de réalité, en tout cas d'information, parmi des capteurs, entre guillemets, déjà présents. Hein. L'accès à des textes d'entraînement, maintenant l'accès live aux données d'Internet, là aussi, ce sont des capteurs qui ne sont pas plus, pas moins de réalité. Mais faites référence à plus à ce qu'on peut appeler une réalité niveau 1 au sens de Valslavic. Oui, bien sûr, enfin, il y a déjà des choses dans ce registre-là. C'est d'ailleurs la piste de Meta qui vise pour générer justement un plus fort rapport au réel, entre guillemets, c'est la piste de Meta, et notamment de Yann Lequin, de faire apprendre un certain nombre de données visuelles
auditive, kinesthésique, etc., tactile, par l'IA, même s'il y a une naïveté là-dedans, parce que la naïveté, c'est la naïveté du réalisme, c'est-à-dire la naïveté qui oublie que le rapport au monde extérieur, que ce soit du son, de l'image ou du texte, il est toujours médiatisé par de la représentation, par de la conceptualisation, c'est-à-dire qu'il va être le fruit de toute façon d'une certaine reconstruction à nouveau, et cela va faire intervenir des biais cognitifs, etc. Quelle était la dernière partie de votre question, Arnaud? Parce qu'il y avait un autre point sur lequel je voulais répondre, mais que j'ai oublié entre-temps. Il me semble que vous avez répondu à ma question. Enfin, si je peux reformuler, c'était ça. C'était finalement, est-ce qu'en dotant le robot de capteur de réalité, quitte à lui apprendre peut-être par apprentissage nos types de reconstruction, est-ce que quelque part, finalement, on n'aura pas un discours qui sera plus humain, entre guillemets, ou considéré comme plus humain de la part de l'interlocuteur humain? Alors, oui, certainement, c'est une piste. À nouveau, c'est la piste de méta, mais comme il y a d'autres pistes aussi, une piste particulièrement importante vis-à-vis de ce que vous mentionnez, Arnaud, c'est la question de l'émotion. Et là, il y a toute une série de travaux qui commencent déjà à plancher sur cette question-là. Et donc, en gros, par exemple, on prend des modèles notamment en psychologie cognitive, mais aussi en psychologie sociale des interactions. On prend des patterns d'interaction, des modélisations de ce qu'est l'émotion humaine, et on fait apprendre ces patterns-là aux IA. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les approches anthropomorphiques type cognitivo-mimétique. Donc oui, ça va dans ce sens-là. Oui, elles vont être du coup perçues comme plus humaines. Ça va favoriser l'alliance. À nouveau, ça ne dispense pas, il ne faut pas tomber dans le biais des réalismes. Ça ne dispense pas de questionner le sujet du média cognitif. L'IA, c'est une entité, comme les êtres humains sont une identité d'une autre nature, et d'une façon ou d'une autre, l'information n'est pas prise de façon neutre. C'est Varela qui disait, j'arrive plus à retrouver la phrase exacte, mais qui disait avec Maturana, il n'y a pas d'information instructive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information directe. C'est un leurre de croire ça. Voilà, Arnaud. Pascal. Oui, merci Michael pour cet exposé. À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Quand vous avez expliqué tout ce qu'il fallait faire pour que finalement, entre guillemets, ça fonctionne à peu près bien, ça m'a fait penser à deux personnes, un peu contemporaines d'ailleurs. L'une, parce que je suis allé voir il n'y a pas très longtemps une pièce qui était La machine de Turing, donc sur toute cette réflexion qu'avait Alan Turing sur est-ce qu'un jour les machines pourront penser. Et la deuxième personne, c'est Martin Heidegger, parce que ça me rappelle mes cours de philosophie en terminale, où Martin Heidegger, en gros, nous interrogeait sur finalement comment apprendre à penser en se mettant au fond d'une certaine façon en position méta. Alors, c'est un peu philosophique comme question, mais est-ce que justement avec toutes ces méthodes qu'on utilise pour faire en sorte que l'IA conversationnelle devienne de plus en plus efficace et efficiente, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle commence à penser? Ouais. Merci pour cette question. Pour moi, cette question n'a pas de sens en l'état. Je vais préciser ma réponse. Cette question est anthropomorphique. À nouveau, la question n'est pas celle des choses, des faits, mais de notre construction mentale des choses.
Bien sûr qu'il y a de la pensée dans les IA et dans les IA actuelles, mais il y a de la pensée chez les animaux, il y a de la pensée dans les plantes, il y a de la pensée dans les cellules. Ce que je dis n'est pas du tout ésotérique, hein. Les comportements intelligents, entre guillemets, les analyses cognitives, par exemple au niveau de la cellule, ce sont bien évidemment des choses qui existent. Le sujet, en fait, la question, Pascal, c'est la question de la forme de pensée. Je crois que quand on pose cette question-là, la question qu'on veut adresser, en fait, c'est est-ce qu'elles vont se mettre à penser comme nous? Oui et non. Non, dans le sens où, à nouveau pour citer Varela, un modèle de langage, mais plus largement une IA, ça fait montre d'une émergence de propriétés cognitives qui lui sont spécifiques et qui sont pas, propriétés qui ne sont pas réductibles à nos propriétés cognitives, à nous les humains, et en même temps, et c'était ça le thème de mon propos, pour interagir, et on va clairement interagir de plus en plus, nous les humains avec les IA, on a besoin de se comprendre. Donc, il va y avoir ce besoin d'éduquer, de réguler cognitivement, en partie à notre image, à nous, ces IA. Après, troisième élément de réponse, comme vous le savez, le constructivisme, c'est toujours déconstruire la question. Dans l'implicite que je crois inférer dans votre question, qui est est-ce qu'elles vont se mettre à penser comme nous, mais est-ce qu'il faut qu'elles pensent comme nous? Les ordinateurs quantiques vont certainement développer des conduites, certainement rendre possible des conduites quantico-mimétiques, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire des comportements quantiques, intrication, superposition, etc., des IA qui, du coup, vont certainement produire des résultats bluffants par rapport à ce qu'une approche cognitive humaine serait en capacité de produire. Voilà 3 facettes de réponse à votre question, Pascal. Merci. Kumba, et je pense que ce sera la dernière question. Alors, merci, Mickaël. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est un peu dans la lignée de ce que David Abono vient de dire à l'instant sur l'automatisation des fonctions RH qui a permis a posteriori de supprimer des travaux chronophages et ou développer une offre plus intéressante, etc. Et je me pose la question sur le travail du coach, justement. Avec ces IA conversationnelles, est-ce qu'on est aujourd'hui capable de dire l'évolution du travail du coach, dans ce cas, si on a une machine qui est suffisamment travaillée pour poser les questions pertinentes, et qu'est-ce que ça permettra au coach de faire en plus de ce qu'il fait aujourd'hui? Voilà. Merci pour cette question, Kumba. Bon, là, plus largement, hein, c'est la question de la modification des modalités de travail qui va être générée par les IA. Le parti pris de ce colloque, c'est de ne pas, et David en a très bien parlé, se focaliser sur ces peurs artificiellement construites, ces fantasmes liés à l'IA. Je ferai référence notamment au biais de disponibilité généré par les médias qui, 15 fois par jour, nous racontent plein d'éléments négatifs vis-à-vis des IA, ou le biais d'amorçage lorsqu'on nous dit que les IA vont détruire des emplois, ou un biais émotionnel, les biais émotionnels lorsqu'on nous parle des dangers, tous les dangers imaginables
notamment dystopiques. David et moi sommes des fans de Terminator, des biais de cadrage, hein, où on démontre, on cite des articles, des études, des réflexions qui démontrent les suppressions d'emplois, des biais d'ancrage qui focalise l'attention sur le fait qu'il y a 37% des gens qui ont peur de l'IA. Et enfin, des biais de récence qui nous font oublier que historiquement, mais David l'a très bien dit, les évolutions technologiques, elles ont modifié les emplois et elles n'ont pas forcément supprimé les emplois. Alors, oui, elles les ont certainement altérés sur le moment, mais ça a généré une évolution. Il en va de la voiture, de l'électricité, de l'Internet, de l'ordinateur, de la machine à vapeur, du nucléaire, du mail, du smartphone, etc. Face à ça, nous, dans le cadre de ce colloque, notre parti pris, ça a été, sans nier les risques, bien évidemment, hein, bien sûr qu'il y a des risques, sans nier la question des risques, c'est de s'interroger sur la collaboration. Et je réponds enfin en 2 niveaux à votre question. Ce premier niveau de collaboration, ça passe déjà par une collaboration cognitive, hein, parce que, à nouveau, les IA langagières actuelles, et ça va durer longtemps, sont extrêmement vulnérables à un certain nombre de difficultés cognitives que j'ai mentionnées rapidement. Mais le but, c'est la collaboration aussi, on va dire, sur l'aspect, pas que cognitif, sur l'aspect métier. Typiquement, et là je rentre enfin dans la réponse à votre question, Koumba, vous savez, je suis un universitaire, donc les universitaires aiment faire des digressions infinies avant de éventuellement répondre, quand ils n'ont pas oublié la question entre-temps. Dans le champ du coaching, là on est vraiment, c'est un très bon exemple de collaboration entre intelligence humaine et artificielle. Le but n'est certainement pas d'avoir des IA qui vont se substituer au coach humain. Le but, c'est, pour résumer la situation, dans une situation de coaching, dans une séance de coaching, vous travaillez une technique donnée, ABCDE d'hélice, recadrage et prescription, factualisation, les jugements de valeur, je viens de le dire, les valeurs, les actions engagées, etc., etc., etc. En coaching, je parle toujours du coaching normal et réel, qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, on fait de la prescription. C'est-à-dire qu'on invite le coaché à continuer à faire les exercices, à appliquer ce qu'on a vu. Eh bien, c'est là que l'IA collaborative au niveau du coaching, c'est là qu'on la pense, c'est-à-dire comme outil de prescription. Concrètement, une IA qui va permettre, une IA à laquelle le coaché, à n'importe quel moment, va pouvoir se connecter et continuer en interséance les exercices réalisés en séance réelle de coaching avec le coach réel humain, puis débriefer en séance suivante avec son coach humain le travail qui a été réalisé en interséance. Voilà. Je m'arrête là parce qu'on a déjà un petit peu de retard. Merci à tous.